Lors de cette exposition numérique de Joseph Neschmatal, un artiste new-yorkais connu pour ses travaux sur la vie artificielle et les virus informatiques. Entre l'œuvre et le public s'installe un échange, une fascination réciproque. D'un côté, des êtres de chair et de sang, de l'autre, une œuvre. Mais de quelle nature? Si je plonge dans cette représentation, si j'entre dans sa trame, je ne trouverai que des chiffres, un langage informatique. Mais que représente cette œuvre? Un virus informatique? Un virus biologique? Un organe dégradé? Comment en est-on arrivé là? De quoi m'interroger sérieusement sur les relations entre art, science et vie. À l'extérieur, mes yeux continuent d'observer tout un jeu d'illusions, au point de me rappeler la caverne de Platon. Cette allégorie où les ombres dupent les hommes sur la nature de la réalité. N'est-ce pas le but commun de l'art et de la science que de permettre d'accéder à une vérité invisible à l'œil nu? Il n'y a pas que l'œil qui soit en jeu, et le corps dans tout ça. Sarah Carvalho va dresser un historique du corps dans la science et l'art. Dans l'Antiquité, il y a une réflexion parallèle entre les médecins et les artistes pour penser ce que c'est que le beau corps et le corps sain. Et leur manière de trouver ce modèle, ça va être de réfléchir sur le corps parfait, qui est défini par une harmonie de toutes les parties avec la totalité du corps et qui est conçu comme étant analogique avec le macrocosme, c'est le parallèle entre le microcosme et le macrocosme. Alors, dans la médecine, ça veut dire qu'il n'y a pas d'anatomie, il n'y a pas de dissection du corps humain, mais il y a une réflexion sur l'équilibre, l'harmonie du corps qui caractérise sa santé. En art, ça va se traduire à travers les canons de Polyclète, c'est-à-dire la définition mathématique des rapports de proportion de chaque partie du corps humain avec la totalité du corps humain et qui va donner les grandes sculptures grecques qu'on a tous dans l'esprit et qui correspondent vraiment à la beauté parfaite du corps humain, qui ne correspond à aucune femme ou à aucun homme qu'on puisse croiser dans la rue, mais qui est la vérité du corps humain. À la Renaissance, il y a une question fondamentale qui est de savoir comment faire un chef-d'œuvre, comment faire une belle œuvre. Et pendant longtemps, la réponse qui est donnée, c'est là encore de retrouver un corps idéal qui n'existe pas, mais qui serait censé incarner la vérité de la femme, de cette femme idéale que personne n'a vue.
Léonard de Vinci va se nourrir justement de toutes ces recherches anatomiques sur les différentes parties du corps humain pour essayer en art de retranscrire cette merveille du corps humain. Donc on a complètement changé de paradigme parce qu'on est vraiment dans le corps réel et dans une convergence entre art et science, parce que l'art doit céder de la science et la science correspond à ce que fait l'art dans cette recherche du corps humain dans sa perfection. Il n'y a pas de séparation en réalité entre art et science. Les deux vont de pair parce que par derrière, pour le scientifique, il s'agit de marquer les esprits à travers ces planches anatomiques et pour l'esthète, pour le peintre tel que Léonard de Vinci, il s'agit bien de dire une vérité du corps humain qui ne peut pas être séparée de la science. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le pape, au départ c'est Boniface VIII, a autorisé la dissection du corps humain au début du XIVe siècle, parce que il pensait bien que pour perfectionner les représentations du corps humain en art, il fallait une meilleure connaissance. Et donc c'est dans un souci d'abord esthétique, plutôt que de connaissance thérapeutique, que l'Église a autorisé la dissection du corps, et ce qui fait que même si elle est très contrôlée, cette dissection, elle se diffuse. À l'époque contemporaine, c'est vrai qu'on a un peu renoncé à l'idée du corps parfait, du corps de l'homme qui serait à la fois idéal et analogique avec le cosmos. On a perdu finalement la référence au monde. On n'est plus dans cette idée analogique. On a perdu ce rapport mathématique des différentes proportions. En revanche, on reste dans l'idée d'un perfectionnement du corps. Alors, ce perfectionnement, il est vu de façon beaucoup plus pragmatique, finalement, à travers la capacité pour l'homme d'intervenir sur son corps et de l'améliorer éventuellement. Fidèle à l'esprit de la Renaissance, Orlan prend son corps comme chef-d'œuvre. Un idéal reconstruit grâce au progrès de la chirurgie. Si je prends un artiste comme Orlan, qui est vraiment dans l'usage des biotechnologies pour modifier son corps, et c'est ce corps qui est à la fois un corps vécu et une œuvre d'art et une œuvre technologique, on est plutôt dans cette idée toujours d'interroger le corps humain, mais de le produire. Orlan, c'est sa vie, son existence qui est une réponse à la fois dans le domaine artistique, scientifique et technologique. Direction le palais de la découverte, où l'on m'a parlé d'une installation d'Ézéchiel combinant art et science. La foule des grands jours, prête à découvrir de drôles de jeux. Tais-toi un peu, tu m'embêtes. Ah, je vais essayer de rigoler. Attends. Ah, c'est pas très bien rigolé, hein, Marie. Fais une note à la fois. Cette exposition, c'est vraiment une foire au son. On s'amuse tout en faisant des sons rigolos, bizarres. Rien à rajouter? Moi, je l'appellerais l'école des saints. L'école des saints. Ça peut faire des mélodies très très belles. Non,
Donc, bah, c'est un peu des deux. C'est drôle C'est et la musique. c'est drôle et artistique. Voilà. Alors, l'atelier Art et Sciences est né en 2007 suite à la rencontre de l'Hexagone, scène nationale de Mélan, c'est-à-dire un théâtre, avec le CEA, qui est le plus grand centre de recherche qui est à Grenoble, qui ont décidé en 2007 de créer un atelier pérenne, un lieu de recherche et production entre artistes et scientifiques. Donc il s'agit pour nous d'accueillir en résidence des duos artistes scientifiques qui vont travailler ensemble sur une recherche commune. Alors, ça peut être joli, hein. Plus il y a de vagues, plus ça fait de mélodies. De belles mélodies, hein, parce que sinon c'est... Tu peux m'en mettre plus? bah, essaye. Non, tu peux pas. C'est quand même un peu répétitif, mais c'est génial. Mais c'est des jouets, c'est quoi? C'est des œuvres, c'est quoi? C'est quoi? Des expériences. Des expériences. C'est des expériences. Bah, c'est des jeux. Maman, c'est quoi? Bah, c'est des jeux. C'est quoi? C'est des jeux, c'est des expériences, c'est quoi? C'est des jeux. Des expériences. Des jeux. C'est des jeux. Nous avons monté cet atelier dans le but d'intégrer des nouvelles technologies dans le spectacle vivant, de faire réfléchir le monde artistique à la recherche scientifique d'aujourd'hui et également de créer une innovation commune et de stimuler la créativité chez les uns comme chez les autres. Marie, elle s'amuse bien, hein, mais si elle continue trop longtemps, elle va faire le tour de France en 22. Non, il bouge pas. C'est une sorte d'explosion. Tu as tellement de musclé que tu vas pouvoir le faire. Ce qui est très intéressant quand on travaille avec un artiste, c'est qu'il a une perception qui est complètement intuitive de la matière, quoi. Et cette intuition-là, c'est intéressant de l'observer. C'est l'observation, c'est bien une action scientifique. En conséquence, à nous, ça nous donne des points de vue qui renouvellent notre approche, une faculté d'observation de cette interaction avec la matière et des lois qu'on peut essayer de mettre en place autour, quoi. Plus on approchait la statue, plus elle émettait des sons différents, et dès qu'on la touchait, elle émettait un son final. Dans la statue, à différentes hauteurs, il y a donc ce type de capteur, en fait. Donc le principe, c'est qu'on vient donc générer un champ électrique entre les deux bobines. Et donc le fait de venir approcher la main vient modifier le champ électrique. Parce que notre corps qui est relié à la Terre vient créer une perturbation sur le champ électrique. L'imaginaire est sans limite. La science et la technologie en ont encore, mais justement, c'est un merveilleux challenge que d'essayer de les repousser chaque jour par cette rencontre. Moi aussi, j'aimerais écrire quelques mots dans le livre d'or. Peut-être y noter quelques questions. L'art et la science ont-ils toujours fait bon ménage? Qui mieux que l'auteur de « Quand l'art rencontre la science » pour y répondre? La démarche scientifique, explorer la réalité d'une manière moins profonde, moins complète, moins riche, moins complémentaire, il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, il y a 500 ans qu'aujourd'hui. Et donc, d'une certaine façon,
la démarche scientifique pouvait être considérée comme complémentaire de toute une autre série de démarches d'exploration du monde, du vivant et de l'humain. Et donc il n'y avait aucune raison, on voit très bien dans la Grèce antique, on le voit très bien à la Renaissance, on le voit au XVIIIe siècle, il n'y avait aucune raison de séparer les différentes manières d'apprendre le monde. On va avoir une séparation, je dirais, vers la fin du XIXe siècle, non pas, je crois, chez les scientifiques, voire même chez les artistes, mais dans la société, qui considérera de plus en plus que ce sont des professions, et qu'un des critères de réussite dans cette profession, c'est qu'on s'y consacre totalement. Et il y a l'idée aussi, à la même époque, que, au fond, l'art, c'est relativement irrationnel, et que donc, d'une certaine façon, moins un artiste est rationnel, et plus il est proche d'une démarche artistique. Et donc il y a eu une tendance à séparer et à écarter, et à juger, encore une fois, ce qui vient après coup comme étant une des composantes de la démarche. Au fond, c'est comme si un scientifique qui ne ressent rien, qui n'a aucune affectivité, qui n'a aucun tempérament artistique, était un scientifique idéal. Et toute l'histoire des sciences montre que ça n'est pas le cas. Donc je crois que la perception de la société a fait que beaucoup de scientifiques du XXe siècle étaient des artistes. Mais simplement la manière dont ils ont présenté leur démarche et la manière dont ils étaient perçus ont séparé, soit on gommait la dimension artistique, soit on séparait. Alors on dit c'est un scientifique qui était aussi un artiste, comme si c'était deux choses complémentaires qui ne pouvaient pas se réunir. Donc je crois que c'est une vision, et c'est une vision sans doute qui va peut-être avec avec une vision de plus en plus utilitaire de la part de la société des productions de la science et des productions de l'art. Je crois que si on remonte dans l'histoire, si on remonte au XVIIIe siècle, à la Renaissance, à l'Antiquité, cette vision utilitaire est beaucoup moins présente. D'un auteur à l'autre, je rencontre celui de « Quand la science n'est pas l'art ». Alors, évidemment, l'art utilise les techniques elles-mêmes issues de la science. Bien sûr, l'art numérique, qui se fait avec les moyens électroniques modernes, utilise donc ce que la science a permis de fabriquer avec des ordinateurs, toutes sortes de techniques graphiques numériques. Mais pour autant, l'art ne renvoie pas à la science. Ce n'est pas parce qu'il utilise des techniques d'origine scientifique qu'il a partie prenante avec la science. Par exemple, à la Renaissance, les artistes mettent à peindre à l'huile. Bon, et la peinture à l'huile est une conquête de la chimie. Il faut avoir des solvants, des colorants, des pigments particuliers. On ne dira pas pour autant que la peinture à l'huile de la Renaissance témoigne d'une proximité particulière entre l'art et la science de la chimie. Donc l'utilisation des techniques numériques est extrêmement intéressante, elle ouvre certainement de nouveaux champs à l'art, mais à mon avis, elle n'a que peu à voir avec la science, si on entend par science la découverte du monde extérieur, de sa réalité et des phénomènes qui s'y produisent. Chaque époque a sa technique. Je retourne voir le galeriste Jean-Luc Richard afin de rencontrer les artistes phares de l'art numérique. Vous avez vu une œuvre de José Alej Vatal. José Alej Vatal, c'est l'artiste que j'ai connu au début des années 90, qui est un représentant de ce qu'on appelle la peinture numérique aujourd'hui, qui consiste à travailler à partir d'un écran d'ordinateur, ce qui a changé la créativité même de ces peintres. Et on arrive à quelque chose qui est fondamentalement abstrait, et une peinture qui est très plate, un aplat avec des caches, en acrylique, qui est une peinture où il n'y a pas de matière, ce qui est la conséquence du fait d'avoir de travailler au niveau de la création devant un écran d'ordinateur. Ça apporte d'une part un travail sur la lumière, puisque la matière première de ces peintres n'est plus la matière physique, la texture, c'est la lumière. Donc souvent, ce sont les artistes qui se sont détachés de la matière en peinture et qui font une peinture en aplat, qui est avant tout un espace de lumière. La deuxième chose que ça apporte, c'est qu'on arrive à des constructions de formes qui, d'une certaine façon, sont impossibles à concevoir en tant que telles, à mon avis, par un cerveau humain.
Joseph Nechmatal programme des virus, ferments de vie artificielle dans les images et les sons. Je suis un artiste conceptuel numérique, donc l'idée c'est très important, très intéressant pour moi. Et les grandes idées pour moi, récemment, souvent, c'est l'idée de le virus ordinateur, le virus biologique, mélangé dans un nouveau esthétique. Je fais le tableau par ordinateur avec cette image, avec cette imagerie. Je fais l'animation numérique avec ça. Je fais aussi la musique de bruit. Je fais une symphonie virale aussi. Donc, je fais toutes les possibilités de nouvelles technologies dans cet sujet. Et toi, on verra? Tout c'est possible, vraiment tout, peut-être c'est n'importe quoi. En science, c'est une discipline très très rigoureuse, très collective. Les artistes, souvent, ils travaillent tout seuls, comme moi, donc c'est pas une comparaison égale. Mais j'aime l'idée pour une nourriture mutuelle avec la science et l'art. Les artistes qui donnent le fou, le bruit, le challenge, les choses bizarres pour les scientistes, particulièrement le logistique, le logicien, et la science qui donne l'utilitaire, la connaissance, la technique. Donc c'est un bon mélange pour moi, mais c'est un mélange. Ma vue commence à être saturée de pixels, de quoi brouiller sérieusement ma perception de la réalité. La science se targue très souvent de produire du beau. Vous entendez souvent des mathématiciens dire « Ah, ça c'est un beau théorème, une belle démonstration ». Les physiciens parlaient d'une belle expérience, d'un côté. Et puis de l'autre côté, les artistes aujourd'hui, souvent, utilisent un mot inversement qu'ils vont chercher dans le vocabulaire scientifique pour dire que telle ou telle œuvre est juste, fonctionne. Alors, on a là, d'une certaine façon, le fantasme platonicien suivant lequel le vrai, le bon, le beau iraient nécessairement ensemble. Et que la science qui veut faire du vrai trouverait aussi du beau, inversement, l'art qui s'est longtemps intéressé au beau finirait par aboutir au vrai. Il me semble que là encore, c'est assez illusoire, dans la mesure où, d'une part, l'art contemporain, en tout cas, n'a pas la beauté pour préoccupation principale. La plupart des artistes, si vous leur dites ce que tu fais c'est beau, quelle conception tu as de la beauté, ils regarderont d'un drôle d'air. Ce n'est pas l'intérêt principal, ce n'est plus l'intérêt principal de l'art que de faire du beau. Et d'un autre côté, ce beau qu'invoquent les scientifiques pour leurs propres activités, il est très très particulier parce qu'il n'est justement pas vraiment partageable avec
le commun des mortels, comme était censé l'être la beauté artistique d'autrefois. Si je vous montrais ce que moi, physicien, je considère comme une belle équation, vous vous réécririez, vous trouveriez ça horrible, c'est l'hérissé de symboles incompréhensibles, ce sont des gribouillis qui n'ont aucun sens pour les gens qui ne sont pas eux-mêmes dans le métier. Donc, beauté, oui, peut-être, mais beauté très particulière, beauté peut-être qu'on pourrait comparer à celle des outils artisanaux qui sont parfaitement adaptés à leur objet, mais dont la portée esthétique, à mon avis, ne s'étend guère au-delà de la pratique propre. Alors que certains artistes prennent le corps comme champ d'investigation, d'autres, comme Miguel Chevalier, voient plus large et n'hésitent pas à recréer la nature. Je suis en fait un artiste qui utilise non plus la peinture ou la photo ou la vidéo, mais qui utilise le monde informatique, l'image numérique. Je crée beaucoup d'œuvres qui sont des œuvres génératives et qui sont des œuvres interactives qu'on appelle de réalité virtuelle. Donc je me suis dit, au fond, il faut s'emparer de cet outil, non pas pour en faire son apologie, mais pour montrer qu'on peut développer un univers poétique qui est en prise directe avec le monde d'aujourd'hui. On parle de nature morte, là, moi je crée des natures vivantes. Je me suis intéressé à étudier comment les ingénieurs agronomes pouvaient, ou certains scientifiques pouvaient étudier l'étude de croissance de plantes. Et donc j'ai transposé à des fins qui ne sont pas des fins scientifiques, mais à des fins plutôt poétiques. L'interactivité, c'est en fait des capteurs qui vont détecter la présence des personnes et qui vont faire que la personne, selon le déplacement de son corps, va interférer avec le logiciel et donc va créer, dans le cas des surnatures, les plantes vont se courber selon le déplacement de votre corps. Le spectateur devient un espèce de téléacteur, si vous voulez. Ces œuvres évoluent avec le temps, se transforment dans le rapport au temps. Ce ne sont pas des œuvres préenregistrées, ce sont des œuvres qui se développent en temps réel. On a un tableau qui est en hommage à différents artistes des années 50, mais qui ouvre d'autres champs de réflexion que ces artistes n'ont pas pu développer parce qu'ils n'avaient pas ces outils. Au fond, ce que je fais, peut-être, c'est une forme d'impressionnisme numérique. On peut aller comme ça, se promener en fait dans cette coupe de ce cerveau qui devient comme un territoire d'imaginaire.
ce cerveau qui est comme un zeppelin, si vous voulez. Là, on crée tout un environnement, en fait, où on peut parcourir cet espace long. En fait, ça, c'est la partie fixe qui est à droite, et la partie... ça, c'est un agrandissement du territoire dans lequel je suis. Donc, je suis dans cette partie ici, et on a l'agrandissement de ce territoire. Donc, je peux avancer dans ce territoire. Le territoire, il fait 16 hectares, alors on peut passer 1h30 à se déplacer à l'intérieur. Et si l'artiste ne cherchait plus le contrôle absolu sur son œuvre, mais au contraire, travaillait à ce que celle-ci lui échappe, évolue sans lui. Derrière ces possibilités de création, il y a une sorte de vision du monde qui est proprement scientifique et technicienne. Parce qu'un ordinateur, simuler des choses à travers un ordinateur, donner une idée de la réalité en la reconstruisant mathématiquement au point qu'on puisse quasiment la confondre avec une image photographique de cette réalité, qu'on puisse jouer avec cette réalité à l'aide de mains, par exemple, dans des dispositifs réactifs, qu'on puisse sous-peser une pomme virtuelle alors que cet objet n'existe pas dans la réalité. Tout ça, ça accompagne cette espèce de package instrumental, ça accompagne d'une vision du monde qui est celle-là, qui est celle de la possibilité de reconstituer le monde à partir d'une description logico-formelle, c'est-à-dire abstraite. Si on veut essayer d'éviter les trop grandes généralités sur l'art et la science qui seraient tous les deux des formes de création qui se rejoindraient quelque part, ce qui est certainement vrai mais ne va pas très loin, parce qu'il y a bien d'autres formes de création, celle du très très bon pâtissier qui habite pas loin de chez moi, ou celle de l'écrivain. Si on veut dépasser ces généralités, je crois qu'il est plus intéressant de considérer les rencontres non pas entre l'art avec un grand A, la science avec un grand S, mais entre artistes et scientifiques. Et artistes et scientifiques, j'ai envie de le dire au singulier, entre tel artiste et tel scientifique. Alors mon travail d'artiste porte essentiellement sur plusieurs domaines, mais essentiellement sur les cellules, des cellules souches imaginaires, des plantes organiques. J'ai commencé donc dans le domaine art et sciences, je dirais de manière très intuitive au départ. Et parce que j'ai été fascinée par le monde microscopique et macroscopique. C'est une artiste qui se pose des questions qui sont à peu près les mêmes questions que je me pose. Parce que Catherine s'est posé des questions sur l'identité des cellules, comment une cellule devient avec une identité particulière, et il s'est posé des questions sur l'unité des cellules. Il s'est posé des questions sur le fait
que quand on regarde quelque chose, en particulier une cellule, il y a un microscope entre l'œil humain et la cellule. Donc le microscope en soi, il va modifier un peu cette vision. Donc c'était des questions qui sont communes. Voilà. Je m'imaginais qu'un scientifique, un chercheur au CNRS avait justement un langage complètement spécifique et je dirais que je ne pourrais peut-être pas dialoguer avec cette personne. Tu as accéléré combien de fois ce film? Cette élasticité du temps, ça m'intéresse aussi, parce qu'on a eu ces discussions-là sur comment on révèle ces choses-là, puisqu'à l'œil nu, tu ne vois pas ça en temps réel, puisque tu mets 10 heures ou 6 heures pour l'obtenir. Si tu es collé au microscope, tu le vois. Parce que là, il y a quand même une accélération par rapport au... L'échange s'est fait de façon très très naturelle et je dirais que je n'aurais pas fait mon dernier film, un des derniers films, Motu Viridis, si je n'avais pas rencontré Michel, je n'aurais pas fait de cette façon-là. L'artiste a un critère esthétique, première chose. Et dans le travail scientifique, ce critère n'existe pas. Même si on peut être surpris, même si on est surpris par la beauté d'une cellule, pour le moment de la division cellulaire, c'est quelque chose de joli. Mais ce critère-là n'existe pas chez les scientifiques. Ce n'est pas un critère de validation, disons. Voilà. Donc, je pense que les chemins artistes et les chemins scientifiques, c'est deux choses différentes. L'aspect scientifique, moi, me fascine aussi à travers le microscope, notamment qui est une optique qui a permis de voir un monde à d'autres dimensions. Et donc, j'ai élaboré une œuvre intitulée Muherbier, qui est un microscope sensoriel, un laboratoire tactile, incubateur d'imaginaire, qui procède, je dirais, presque d'un microscope réel, mais simplement, bien sûr, j'invite les spectateurs à devenir eux-mêmes leurs propres manipulateurs. Mais c'est sûr que l'activité scientifique va modifier l'activité de l'artiste et la vision de l'artiste va modifier à son tour, disons, l'intentionnalité scientifique. Mais ce n'est pas une activité volontaire de l'un vers l'autre. La science aujourd'hui produit tellement d'images spectaculaires, fractales en fausse couleur, des images de galaxies lointaines, des coupes de cellules,
qu'on se laisse assez facilement éblouir par ces images. Je ne suis pas sûr que c'est pour autant la porte ouverte à des considérations artistiques intéressantes. J'ai plutôt, pour ma part, l'impression d'y voir quelque chose que j'appellerais volontiers du techno-kitsch, très souvent. D'ailleurs, on en est plein la vue, au sens propre. Mais qu'y a-t-il derrière comme réflexion, comme contenu? Est-ce que ça nous parle des contenus scientifiques, de la façon dont ça s'est produit? J'en doute. Ces artistes ont construit leurs œuvres dans des algorithmes. Il est temps de comprendre leur fondation. Lucian Stanculescu, étudiant au LIRIS, me délivre les secrets de l'élaboration d'une œuvre d'art numérique. J'ai commencé à faire de l'art très petit, comme je m'intéressais beaucoup aux sciences. En fait, j'ai poursuivi des cours à l'INSA de Lyon et j'ai fini avec un diplôme en ingénieur de physique des matériaux. Peu à peu, j'ai essayé de me rapprocher de l'art et de combiner la science et l'art. Donc du coup, j'ai décidé de faire une thèse dans la sculpture 3D, partie algorithmique, et qui combine assez bien mes inclinations artistiques avec le côté scientifique. Là, je suis en train de créer une sculpture tridimensionnelle. Ça, je le fais à partir d'une interaction avec un outil bidimensionnel qui est d'habitude la souris sur un écran. Vous donnez des idées pour vos projets? Là, à la fois en créant des outils, par exemple, tous ces outils soit génératifs. Qu'est-ce que tu dis? On se demande tous, mais c'est quoi ce logiciel? Parce que nous, les 3D, ça nous permet pas de faire ça. C'est un logiciel qui fait lui-même. Mais disons qu'après, avec des logiciels comme Katia, tu peux faire des trucs comme ça. Mais le problème, c'est qu'il faut une bécane qui tourne très vite. Juste, je viens de me rendre compte que j'ai le DVD. Donc, je vais vous le laisser après, je vous le confie. Il faudra juste me le laisser au secrétariat avec un post-it, de sorte à ce que je puisse le récupérer début mai, quand je reviendrai pour vos partiels. Ça marche? Et je vous demande d'en choisir 2, hein. Je vous demande pas de me réciter la totalité du documentaire, hein. Vous choisissez 2 dispositifs qui vous ont particulièrement intéressé. Voilà. Génératifs, soit des outils, par exemple, dans mon cas, qui permettent de faire de la sculpture virtuelle. Moi, je sais que, par exemple, si je n'aurais pas fait de sciences, mes idées n'auraient pas été peut-être aussi profondes que ça. Je pense que l'art numérique, ça apporte une facilité d'interaction avec l'œuvre artistique. Par exemple, ça peut donner des outils qui sont difficilement réalisables, par exemple, en réalité. Et ensuite, on peut créer aussi des choses qui sont d'une façon très complexe et trop complexe pour réaliser de façon physique, matérielle. L'idée, c'est que finalement, moi, comme artiste, je m'adapte aux outils qui existent. Et finalement, la partie numérique, il faut la voir juste comme un outil. Il ne faut pas voir, c'est juste comme si on a un pinceau au lieu d'avoir juste un bout en bois qu'on utilise pour faire de la peinture. C'est une grande évolution, mais c'est juste une évolution au niveau des outils.
excusez-moi, je me pose une seconde pour répondre à ta question. Lucien Stanoșescu, qu'on vient d'entendre, n'a pas fini sa thèse. Il est au LIRIS à Lyon et sa thèse porte précisément sur l'élaboration de cet outil. Donc du coup, il y a la possibilité de lire le résumé de ce qu'il raconte sur la fabrication de cet outil et je pense la possibilité de le contacter si jamais l'outil intéresse. Voilà. Ma vision s'éclaircit. L'artiste peut être aussi un scientifique. Et le geste de l'artiste artisan demeure dans l'art numérique. Certains scientifiques sont aussi des poètes. Il y a le pouvoir de transformation du monde hein, que la démarche scientifique a depuis longtemps et qui est très liée à la démarche d'explication et de compréhension du monde. Et ça, c'est pas forcément du domaine de l'art. Hein. C'est-à-dire pouvoir modifier la réalité n'en fait pas forcément une œuvre d'art. Et puis là, la beauté du monde et du vivant. Hein. Les derniers mots de l'origine des espèces de Darwin, c'est l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses ont évolué et continuent d'évoluer. La manière dont Darwin nomme le vivant, la diversité du vivant, c'est l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses. Et donc on voit qu'il est très difficile de dissocier, quand on étudie, quand on cherche à comprendre, ce qui est de l'ordre de l'émerveillement, du sentiment de beauté, de l'émotion, de ce qui est de l'ordre de la compréhension. L'origine des espèces est à la fois un livre qui révèle une explication du monde radicalement différente, révolutionnaire, et en même temps un livre dans lequel celui qui fait cette démarche s'émerveille sur ce monde. Donc, je crois que dans la façon, plus peut-être que dans la façon de modifier la réalité, dans la façon de pouvoir voir la réalité de manière différente, de voir un autre monde qu'on ne soupçonnait pas, remplacer ce qu'on pensait être le monde avant, il y a quelque chose qui peut être aussi émouvant, aussi beau qu'une œuvre d'art. Donc je crois que parce que la science déplace sans cesse les lignes, fait voir des mondes cachés derrière les mondes qu'on croyait connaître, elle a ce pouvoir de révélation non seulement de la réalité, mais d'une forme de beauté, de changement. Au fond, la démarche scientifique, si on la prend sur un temps suffisamment long, eh bien, elle montre que ce monde que nous trouvons merveilleux, il est constitué d'une infinité de mondes. Et cette imbrication, cette succession a quelque chose qui, évidemment, est satisfaisant pour l'esprit un peu plus rationnel, mais qui est aussi profondément émouvant et qui peut être considéré comme profondément beau. Donc je crois que, pour moi en tout cas, voir le monde autrement, c'est déjà quelque chose qui procède d'une démarche qui ressemble à l'art, indépendamment de la modification qu'on peut faire. En général, quand quelque chose qu'on a trouvé donne une impression, une émotion de beauté, ça dit quelque chose sur le sentiment qu'on a du fait qu'elle correspond à la réalité, qu'elle a peut-être quelque chose de vrai. Donc même dans l'appréciation d'une idée scientifique ou d'une théorie scientifique, il y a cette émotion artistique qui est presque un juge, un guide. Mais une fois que l'œuvre scientifique a été faite, eh bien, elle n'a de valeur scientifique que si elle permet de mieux expliquer, comprendre ou manipuler la réalité. Il y a le fait non seulement que ça peut coexister, mais le fait que ça peut s'enrichir réciproquement. Il y a quelque chose aussi qui est à la source de ces démarches. Je crois qu'il y a une phrase d'Einstein que j'aime beaucoup qui est la plus belle expérience que nous puissions faire est celle du mystère, la source de tout vrai art et de toute vraie science. La première condition d'une recherche,
c'est de penser soudain, ou d'imaginer soudain, que ce qu'on croit connaître, peut-être qu'on ne connaît pas, et peut-être que de réinterroger ce qu'on croit connaître permettra de connaître quelque chose d'autre. Pour ça, il faut trouver des choses surprenantes. Pour ça, il faut être dans une espèce d'état d'incertitude. Et je crois qu'à l'origine de l'intuition, de la créativité, de l'invention de nouveaux mondes, il y a cette incertitude. L'incertitude, c'est une affaire de regard posé sur le monde. De regard qui se laisse modifier par ce qu'il contemple. C'est tout l'enjeu d'une réelle démarche scientifique ou artistique. Comme s'il s'agissait d'une enquête qui combine humilité et ambition. Savant dosage. Le monde est-il une œuvre d'art scientifique? Je suis très embarrassé pour répondre parce que je ne crois pas que ce soit une œuvre. Parce que pour qu'il y ait œuvre, il faut qu'il y ait un auteur de l'œuvre, soit un artiste qui crée une œuvre d'art, soit éventuellement un scientifique qui produit un travail scientifique. Je dirais que ce n'est pas une création consciente d'un être supérieur. C'est une sorte de merveille, mais qui est due à rien, qui n'est pas due à un auteur, qui est due à l'existence même des choses. Notre perception du monde, oui, est une œuvre. Et à leur devenir, au hasard, pour beaucoup. Croire qu'on sait que c'est écrit, croire qu'on sait que ça n'est pas écrit, d'une certaine façon, c'est moins mystérieux que de ne pas savoir l'histoire. Donc je crois que l'humilité est aussi source de cette incertitude qui, au fond, nous permet d'aller encore plus loin, parce que nous ne sommes pas, comment dire, freinés, parce que nous croyons déjà savoir. Tout un programme. Alors, est-ce que vous avez des questions? Des choses que vous voulez qu'on précise ensemble? Est-ce que vous avez des remarques sur les œuvres qui ont été présentées?